Salut à tous, très heureux de vous retrouver sur BTLV. Comme le veut la tradition, dans un instant, une personnalité spécialiste de son sujet sera à mes côtés, Luc Baudin, docteur en médecine. Il vient pour un bouquin, Connectez-vous au pouvoir infini de l'univers. Je sens que je vais encore avoir mal à la tête, mais dans tous les cas, avant cela, j'aimerais rappeler à tous ceux qui nous découvrent que BTLV, c'est sans engagement, parlez-en autour de vous. C'est l'occasion en tout cas de découvrir une autre facette de l'univers, de la société, de la mort, de la vie. BTLV, le média numéro 1 sur le mystère et l'inexpliqué. Luc Baudin, bonjour. Bonjour Bob, bonjour Ça à va tous. Ouais, ça va super. Bon, ravi de t'accueillir. On s'était croisés au salon Bien-être Bio et Thérapie de Toulouse. Docteur en médecine, je le disais, un bouquin Connectez-vous au pouvoir infini de l'univers, diplômé en cancérologie clinique et spécialiste en médecine naturelle. Après de nombreux voyages à la rencontre de médecins chinois et tibétains, de guérisseurs philippins, de chamans, tu as enrichi ton expérience. Pourtant, c'est rare pour les médecins dits classique entre guillemets d'aller voir toute cette médecine d'ailleurs qui est absolument qu'on appelle alternative, complémentaire, mais qui est complètement naturelle, justement au Tibet, en Asie. On voit que j'ai entendu lors de la campagne présidentielle que certains voulaient mettre la prévention au cœur de la médecine. Eux, c'est légion chez eux. Donc c'est intéressant de voir que les choses bougent, peut-être grâce à des personnalités comme toi qui apportent de l'information aux quatre coins de l'internet, parce que ça passe énormément par les réseaux sociaux aujourd'hui. T'en es l'exemple type parce que tu postes régulièrement des vidéos sur toutes tes expériences, sur toutes tes avancées. Et puis on rappelle que tu as aussi plusieurs autres bouquins, nettoyage et protection énergétique des personnes et des lieux chez Très Daniel, tout comme Ho'oponopono nouveau, toujours chez Très Daniel. Alors ce bouquin, Connectez-vous au pouvoir de l'infini, il va me permettre d'en savoir plus sur cet univers qui nous est présenté comme, et tu le dis d'ailleurs, agressif à notre égard. Les virus nous guettent, les animaux nous attaquent, les météores nous frôlent, le soleil produit des rayonnements nuisibles, t'es bronzé mais t'as le cancer. Enfin voilà, on est un peu dans le paradoxe total avec cet univers. Il te fatigue cet univers, il te fascine, il te fait quoi? Il te fait mal à la tête quand tu le regardes ou pas? Non, il me fascine, je le trouve merveilleux, très beau. Et c'est vrai que j'ai appris autant sur l'univers et sur la vie en faisant mon potager. Autrefois, je faisais un petit peu de potager quand je regardais la nature, etc. Et quand on voyait comment c'était beau, ça nous jamais du plomb dans la tête. Et puis, c'est vrai que j'étais toujours un curieux. Et moi, je partais toujours du principe, parce que je parle toujours de médecine complémentaire. Je parle jamais de médecine alternative, mais personne naturelle ou complémentaire. Mais en fin de compte, je partais du principe, tu vois, par exemple, on prend le magnétisme, on prend les guérisseurs philippins, etc. Peu importe. Mais je me disais, ok, si des personnes viennent, le magnétisme par exemple, ça fait des siècles qu'il existe en France, et si des patients vont les voir encore aujourd'hui et qu'il y a souvent la queue chez eux, c'est qu'ils ont un résultat. Faut bien considérer que les gens ne sont pas des imbéciles. Et donc s'ils ont des résultats, ça vaut le coup d'aller regarder un petit peu ce qu'ils font, comment ils font, etc. Et donc, je suis parti un petit peu sur la médecine, mais après ça, au niveau de la médecine, je suis tombé très rapidement sur une médecine qui était d'une manière holistique, c'est-à-dire que bien sûr le côté physique est intéressant, mais il y a tout le côté bien sûr d'abord émotionnel, le côté symbolique de la maladie, le côté psychologique, et puis après ça, on peut même aller. Je me permettais jamais d'aller de faire du prosélytisme, mais je disais toujours à mes patients, réfléchissez justement pourquoi vous êtes sur cette vie, pour qu'est-ce que vous venez faire sur cette terre, la cause. Et donc on prend, et mine de rien, ça m'a emmené à quoi? Ça m'a emmené justement sur l'univers tranquillement. Et là j'ai potassé, j'ai vu comment on avait une vision paranoïaque dans notre société. On a deux éléments qui sont des virus dans notre société, c'est cette vision paranoïaque qu'on a de l'univers, et puis cette notion aussi de compétitivité, parce que on considère que la vie est faite de compétition. Or la vie n'est pas faite de compétition. Ce n'est pas le primum movens. Le primum movens, ça a toujours été la collaboration, l'association, et tout simplement, je donne souvent l'explication, un exemple tout bête, mais il suffit d'y réfléchir à 2 secondes, c'est que la première cellule qui s'est faite sur cette terre, eh bien, c'était certainement parce qu'on pense qu'il y a eu des sécheresses, donc tous les petits organites allaient mourir, et donc en fait, au lieu, si c'était la compétition, qu'est-ce qui serait fait? Ils seraient tous bectés entre eux, tout le monde serait mort avec la sécheresse. Là, ils ont collaboré entre eux pour construire une espèce de petit aquarium où tout le monde a survécu. Et donc, ça montre bien que le premier mouvement, c'est le mouvement d'association de ces différents organites. Et après ça, bien sûr, il faut une régulation. Et la régulation, c'est un peu comme les lions.
lions qui vont manger les gazelles pour limiter les troupeaux, mais c'est une régulation, c'est pas... Alors, c'est marrant parce que tu viens de parler de la création de la vie, finalement, là, à l'instant. Donc, c'est pas Adam et Ève, c'est pas Dieu, y a pas tout ça, donc voilà, merde. Ah bah, pour moi, de toute façon, moi, j'étais, bien sûr, j'ai fait une éducation qui était très tournée, j'étais chez franciscain, donc. D'accord. Mais j'étais toujours... Tu connais ça? Je connais bien, et puis quand j'étais au Tibet, j'avais été faire une mission au Tibet, j'avais été beaucoup avec les bouddhistes, j'avais beaucoup d'amis protestants, des musulmans, etc. Donc c'est vrai que ces éléments sont très intéressants, mais moi je suis plutôt toujours électron libre et je suis plutôt maintenant un petit peu sorti de ces notions, mais je critique pas les gens qui y sont parce que toujours chacun son chemin, chacun sa route. Mais pour moi, il est évident et les physiciens quantiques le disent du bout des lèvres, qu'il y a un grand programme derrière. Un souffle. Oui, mais c'est plus qu'un souffle. C'est un souffle, mais le verbe aussi. Donc le verbe, c'est l'information. Donc il y a obligatoirement un grand programme. Il y avait Smoot, qui est un physicien quantique qui était prix Nobel de physique quantique, et lui, il parlait d'un grand ADN cosmique qui organise un petit peu tout ça, parce que quand on voit cet univers, si on regarde déjà l'univers, simplement, pour que l'univers ait pu donner la vie, et créer la matière et créer la vie, il a fallu qu'il y ait 8 constantes qui se présentent ensemble et qui se maintiennent ensemble encore aujourd'hui. Donc ces 8 constantes sont des plus improbables. Après ça, donc, on va reprendre au niveau de la Terre pour que nous, au niveau de notre Terre, il y a les vies qui puissent apparaître sans parler des êtres humains. Lui encore, il a fallu un certain nombre de constantes qui sont toujours présentes et qui se maintiennent. Parce que s'il y avait une constante qui bougeait, nous, on disparaîtrait du jour au lendemain. Alors après ça, on peut dire que c'est le hasard. Et on avait même travaillé aussi sur l'idée, on n'est pas dans un univers, mais on serait dans un multivers. Donc, en fait, il y aurait plein de plus en plus, ça. Voilà, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait plein c'est un petit peu la roulette russe, et puis nous serions tombés sur l'univers, sur le bon. on a du pont, on est tombé sur le bon. Mais c'est vrai que le multivers ne tient pas non plus au niveau de la physique quantique. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un univers et que s'il y avait vraiment une organisation. Et les physiciens d'ailleurs, j'ai perdu ce discours, mais il était assez extraordinaire. C'était les physiciens du 19e siècle, à la fin du 19e siècle. Et il y avait un grand congrès international, et le président était venu faire un discours en disant, mais je plains les physiciens du 20e siècle. Parce que nous, on a tout découvert. On sait tout. Il n'y aura plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Parce qu'en fin de compte, à l'époque, l'univers était une grande horloge. Point barre. Et puis, mais il y avait quand même quelques petits trucs qui allaient pas. Et donc, à ce moment-là, ils sont tombés, les petits trucs, quand ils ont commencé à creuser, ils sont tombés sur la physique quantique, les quantums d'énergie. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que plus on creuse sur l'énergie, et plus on s'aperçoit que, parce que l'énergie et la matière, c'est la même chose, plus derrière tout ça, il y a une information. Parce que s'il n'y avait pas d'information, il n'y aurait pas d'organisation. Et donc les physiciens arrivent tout doucement, et même ils ont eu des soucis au départ parce que ils sont aperçus que même leur pensée à eux influençait les résultats de leurs analyses. Mais d'ailleurs, ils l'appellent Dieu aussi, cette information, parce qu'on a eu pas mal d'ouvrages où Dieu pas religieux, parce que c'est un terme générique de celui qui éventuellement, ou de cette information originelle qui aurait donné l'univers. Mais est-ce que finalement moi, je suis toujours je me pose beaucoup de questions sur notre capacité à nous poser toutes ces questions. Est-ce que finalement on est capé pour cela? Parce que ça fait mal à la tête, quand même. Beau tête. Et est-ce que finalement il n'y a pas une règle universelle qu'on est en train de transgresser et qu'on devrait pas? Est-ce que cette information finalement elle nous a pas mis sur ce bout de caillou et qui a fait qu'on est là, et que finalement on devrait pas se poser autant de questions, tu vois? Bon, l'homme, le problème c'est qu'il est un peu perturbé, c'est c'est un aventurier, il a envie de découvrir des choses, etc. Mais tu vois, il y a une loi universelle, et puis nous on va essayer de la transgresser, on essaie de comprendre pourquoi. Moi, je pense que, pour moi, si je reprends un petit peu parce que depuis toujours, Socrate se posait des questions, bien sûr, etc. Bien sûr. Mais si je pense de toute façon que Dieu, parlons de lui à ce moment-là. Dieu d'abord n'est pas amour. Donc déjà, Dieu est bien plus que ça. Il est vacuité. Donc il est le vide complet. Il est à la fois le vide et le plein. Il me prend mais seulement il a envoyé une énergie sur cette terre qui est une énergie d'amour positif qui nous permet. D'ailleurs, nous, quand on est dans cette énergie d'amour, quand on vibre dans l'amour pour soi ou pour les autres, on est bien. Et donc dès qu'on s'écarte un petit peu de cette notion-là, on se retrouve entre guillemets. J'aime pas du tout ce mot-là, mais c'est le mot utilisé. C'est le mot mal. C'est donc on est dans la souffrance
souffrance. Ouais. Et donc il faut quelque part qu'on expérimente cette souffrance pour pouvoir s'apercevoir qu'en fin de compte, la souffrance n'est pas une solution, c'est que c'est vraiment de se retrouver dans cette lumière. Et donc cette lumière, je crois que on a les réponses en nous. C'est pour ça que toutes ces réponses, on les a en nous. Et souvent, on parle souvent de l'apocalypse. Là, ouais. Eh bien, l'apocalypse, ça veut pas dire la destruction, ça veut dire la révélation. Et mais la révélation, pourquoi? C'est qu'on nous dit, c'est comme si il y avait le voile qu'on avait devant les yeux et qui va tomber et qui va nous permettre de voir. Les choses, elles nous sont évidentes, on les sait à l'intérieur de nous. Mais seulement, il y a des choses qui notre ego, notre mental, tout ça nous empêche. Mais quand on les laisse tomber, ça devient des évidences. Ce libre arbitre dont on parle énormément, cette information, là, elle nous l'a vraiment mis entre les mains, ce libre arbitre, ou alors il y a, comme on le sait, il n'y a pas de hasard. Est-ce que finalement tout ce qui nous arrive, tout ce que l'on voit, tout ce que l'on vit sur cette planète est marqué quelque part? Il y a un programme. Il y a une direction. On a une direction. On vient sur cette terre, pour moi, à mon avis, c'est toujours mon opinion que je donne. On vient sur cette terre parce qu'on a prévu de solutionner un certain nombre de conflits, un certain nombre de problèmes. Peut-être, pour moi, je pense que ça vient de vie antérieure. Mais bon, après ça, c'est chacun y pensera comme il veut. Et puis on est là aussi pour faire des actions. Donc on a une route. Après ça, notre libre arbitre sur cette terre, c'est qu'on peut prendre cette route ou on peut en prendre une autre. On a toujours le choix. Et rien n'est jamais écrit. Moi, j'ai trouvé ça génial. J'avais déjà vu ça avec par exemple les voyants. J'avais pas mal de patients qui étaient voyants dans mon cabinet, puis je discutais avec eux. Puis je leur disais, mais c'est quand même au début, je croyais que c'était dès qu'ils voyaient quelque chose, c'était écrit, bingo, il n'y avait plus rien à faire, on n'avait plus qu'à subir. Mais en fin de compte, c'est pas ça du tout. Ouais, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fin de compte, le voyant, c'est un futur possible. C'est un futur possible par rapport au présent actuel. Mais si on change, on change le présent, on change le futur. Donc toujours être tout en autre. Et là, il y avait aussi un autre élément qui m'a beaucoup intéressé, c'était l'épigénétique. Parce que là encore, on arrivait sur cette terre avec des gènes. On vous dit, maintenant, il faut que tu te débrouilles pendant toute ta vie avec ces gènes. Point barre. C'est vrai. Mais seulement, ce qu'on oublie de nous dire, c'est qu'on en a 22 000 à peu près qui sont actifs, mais on en a plein qui sont inactifs. Et selon nos vécus, nos expériences, selon nos modes de vie, on va ouvrir ou fermer nos gènes. Et donc, là encore, rien n'est jamais écrit. C'est qu'on peut très bien ouvrir des gènes cancéreux si on a une vie délétère, on peut fermer des gènes cancéreux si on a une vie saine. Donc tout est toujours dans nos mains. Et comme disait Bouddha, je crois, l'homme est le seul maître de son destin. Dis-moi, en tant que docteur en médecine, c'est-à-dire que ces questions, je suis pas sûr que tous les médecins se les posent quand même. C'est quand même rare d'avoir déjà une ouverture aussi importante sur la compréhension de l'univers, sur le pourquoi du comment, pourquoi on est là, etc. C'est d'ailleurs. On se demande pourquoi les médecins sont pas ouverts. Enfin, la plupart des médecins sont officiellement. Pas ouverts. Officiellement. Voilà. Est-ce que c'est parce que on revient encore sur le fait, est-ce que l'homme est pas prêt justement à envisager toutes ces possibilités, le commun des mortels quand je parle de l'homme. Mais toi, tu t'es intéressé à ça, est-ce que je dis toujours, moi j'ai la sensation que c'est une pelote de laine, c'est-à-dire qu'on a pris un bout de cette pelote et on tire, on découvre de l'information. Cette pelote de laine, elle vient d'où, toi? Tu l'as chopée où en fait? Parce que la première fois, là, tu t'es dit quoi? Je soigne des gens, il y a des gens qui ont des cancers, des choses comme ça, mais il y a bien plus que ça. Il y a bien plus que ça, parce que justement, même dans le cancer, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé et en fait, on travaille toujours que sur le plan physique. Et en fait, il y a une incompréhension du sens de la maladie. Aujourd'hui, il y en avait un qui lançait une boutade comme ça et dit plus la médecine avance et plus il y a de malades. Donc, et moi, je vois des chiffres qui sont affolants. 20 millions de personnes avec des maladies chroniques en France, et on se retrouve avec plein de maladies chroniques. Et une des explications, c'est pas la seule, c'est que peut-être on va pas non plus chercher la cause de la cause et de la cause d'un côté du plan physique, mais de l'autre côté, c'est qu'on a une incompréhension du sens de la maladie. La maladie n'est pas là pour nous ennuyer, la maladie est là aussi pour nous dire attention, tu es en train de prendre la mauvaise voie, c'est pas ton chemin. Et on n'a pas entendu les autres appels d'avant. Alors c'est vrai que c'est des messages qui sont importants à transmettre, parce que comme disait aussi Einstein, il disait quand on a un problème, on ne le résout jamais sur le même plan que ce problème. Donc quand on a un problème physique, bien sûr qu'on utilise des outils physiques, c'est bien, mais il faut absolument prendre de la hauteur. On peut le prendre de la hauteur au niveau psychologique, comprendre pourquoi cette maladie est venue aujourd'hui. Par exemple, j'avais un monsieur qui avait un cancer de la vessie. Et puis il va demander à son cancérologue pourquoi j'ai eu un cancer de la vessie.
Alors le cancérologue était un petit peu ennuyé au départ, puis il lui dit, monsieur, est-ce que vous avez fumé dans votre vie? Il a dit, oui, j'ai fumé pendant longtemps, etc. Il dit, c'est ok, c'est certainement ça. Et puis... cancer de la vessie avec la clope? Oui, avec la clope, c'est un facteur de risque. Et mais là, le truc, c'est qu'il a dit, ok, mais pourquoi moi ça m'a donné un cancer de la vessie, et pourquoi c'était pas un cancer de la gorge ou un cancer du poumon, et pourquoi c'est aujourd'hui, et pourquoi c'était pas il y a 1 an, ou pourquoi à l'époque où je fumais? Personne ne peut répondre. Par contre, si on comprend le sens, si on regarde un petit peu le pourquoi, les événements dans la vie, les chocs émotionnels, etc., on va commencer à comprendre pourquoi ça vient sur tel organe à tel moment. Donc c'est pour ça qu'il est, et c'est pas une fois comprendre, c'est de savoir d'où ça vient, eh bien, mais ça veut dire aussi qu'il y a des choses que la personne doit changer dans sa vie, mais en plus, la cerise sur le gâteau, c'est que les choses qu'elle doit changer dans sa vie, ce n'est pas encore quelque chose de péjoratif, parce qu'au contraire, ça la remet sur son droit chemin, sur le chemin, et qu'est-ce que c'est ce chemin? C'est son chemin de vie, et c'est son chemin où elle sera heureuse. Et donc c'est pas une punition, c'est au contraire lui montrer, attention, t'es sur une route de la souffrance dans ton corps, souffrance dans ton âme, souffrance dans ton esprit, et là, si, à toi de changer pour trouver justement devenir heureux. C'est pas mal comme programme. Oui, c'est très bien. Mais alors pourquoi cette grande information du départ, elle nous a pas fait heureux directement? Tu sais, les imbéciles heureux, quoi. On n'a pas besoin de se poser la question. On est heureux. Pourquoi elle nous envoie, au travers nos maladies, des signaux? Parce que finalement, c'est cette information qui nous envoie peut-être ces signaux en disant, regarde, attention, t'es peut-être pas sur la bonne voie. Oui, mais si tu reprends au tout départ, c'est vrai qu'on était des imbéciles heureux quelque part. Moi, je pense le fameux Éden qu'on décrit, mais l'Éden qu'on décrit, pourquoi? C'est qu'en fin de compte, on était dans un Éden où on baignait dans la jouvence, dans l'énergie de l'amour, dans l'énergie divine. Ça, faut se poser pas de questions et tout allait bien. Après ça, ce qui s'est passé, c'est que les êtres humains, à un moment d'humain, ils se disent oui, c'est bien gentil, mais il y a peut-être autre chose aussi. Ils se posent des questions. Donc ils se sont posés des questions, mais il y a un autre phénomène qui s'est passé. C'est qu'au départ, ils étaient plutôt un petit peu des âmes groupes, ils étaient baignés dans l'énergie, ils vivaient de l'énergie, mais après ça, ils se sont individualisés. Et comment on s'est individualisé, on s'est formé un crâne, on s'est fermé un petit peu de tout ça. On s'est scindé en fait. On s'est scindé. Donc on s'est individualisé. Et en s'individualisant, on nous dit ok, maintenant arrive le libre arbitre. Est-ce que je reste dans la lumière? Mais comme disait une brave dame de la campagne, elle me disait un jour, vous savez, docteur Baudin, le diable est toujours tentant. C'est mignon comme petite expression. Et donc ça veut dire quoi? C'est que bien sûr de rester dans la lumière, mais là on nous expérimente un petit peu la souffrance, on nous expérimente un petit peu les tentations, on nous expérimente. Et donc tout ça, on doit le vivre, parce que à partir du moment où on l'aura vécu, qu'on aura compris que même si c'était un plaisir sur le coup, mais ça va être une souffrance après. Donc moralité, au fur et à mesure, on va revenir dans la lumière. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un jour ou l'autre, on va revenir dans l'unité. Mais on reviendra dans l'unité en tant qu'individu. On sera plus dans l'âme groupe. C'est-à-dire qu'on va revenir en tant qu'individu, la goutte dans la mer, mais la goutte restera la mer. D'accord. Et c'est ça qui est intéressant. La vie est faite d'épreuves. On le voit, c'est ces épreuves dont tu parles là, c'est-à-dire que elles se scindent, mais il y a des choses à expérimenter. Pourquoi Dieu a créé le mal si Dieu a tout créé? Là, tu me fais rire parce que tu sais que j'avais le droit de manquer deux sortes de cours quand j'étais chez les franciscains. D'accord. Le premier, c'était le chant, parce que je chante comme une passoire, et il pleuvait beaucoup déjà en Normandie, c'était pas la peine de rajouter. Et le deuxième, c'était souvent le catéchisme, parce que j'étais l'emmerdeur qui posait les questions. Mais oui. Et là, en fin de compte, je leur disais, souvent je leur posais la question, mais monsieur l'abbé, Dieu, il a créé tout sur la terre, il a créé la vie, il a créé tout ça. Il me dit, très bien, Baudin, c'est bien, continue. Bien. Alors, bravo, 20 sur 20, continue comme ça, il n'y a pas de souci. Oui, mais monsieur l'abbé, s'il a créé tout, c'est qu'il a créé le mal. Là, Baudin, tu commences à avoir frisé le carton jaune. Alors, tu sais qu'il y a eu plein de conciles, plein de réunions œcuméniques pour dire, d'où vient ce mal? Et ils ont trouvé la solution. C'est ce qu'il m'a répondu. Le mal, ça vient de l'homme. C'est l'homme qui l'a créé. Oui, mais je posais tout de suite la question subsidiaire qui me faisait tout de suite envoyer en punition à la récréation. C'est que je disais, oui, mais monsieur l'abbé, il me semblait que Dieu avait créé l'homme à son image. Tu foutais le bordel. Je foutais le bordel. Parce qu'en fin de compte, comme je disais tout à l'heure, l'énergie, Dieu est vacuité. Il envoie une énergie pour nous nourrir, pour nourrir sa création, pour faire vivre cette création. Donc nous, on est fait pour vivre, on est bien dans cette énergie. Mais comme je te disais, il faut qu'on expérimente
aussi un petit peu l'obscurité pour pouvoir mieux apprécier. On apprécie notre bonheur quand on l'a pu, je dirais quelque part. Sûr. Et donc, d'un seul coup, quand on s'aperçoit qu'on l'a pu, on va faire tout pour y revenir. Et donc, c'est un petit peu ça ce qu'on doit expérimenter sur cette terre. Alors, je ne suis pas d'accord, par contre, de dire qu'on est fait pour souffrir. Ça, pour moi, c'est... Bon, non, je dirais rien. Je serais poli. Non, mais... Parce que je trouve qu'on est fait pour vivre dans l'amour. Et puis, si on souffre, c'est qu'on n'a pas entendu les autres appels de notre âme. Donc, les autres appels qui sont plus gentils, plus doux. Enfin, il y a quand même, Luc, force est de constater que sur la Terre, il y a des gens qui souffrent quand même. Il y en a plein qui souffrent. Et qui ont des vies. Moi, je dis toujours qu'on part tous d'une ligne de départ, mais elle est pas au même endroit, quand même. Voilà. Bien sûr. Il y en a qui partent, qui arrivent changés. Très loin. Il y a même des enfants qui naissent mal formés, voilà, des enfants qui vont mourir, etc. Alors moi, si tu veux, je réponds à ça de deux choses. C'est que d'une part, on revient souvent avec des notions de vie antérieure. Pour moi, je suis adepte de la réincarnation de toute façon. Je suis persuadé qu'il y a la réincarnation. C'est vrai que j'ai fait même des retours dans des vies antérieures et qui m'ont bluffé et j'ai été obligé d'accepter tout ça. Je sais qu'il y a des livres qui sont quand même qui montrent quand même déjà des débuts de preuves intéressants. On parlait du Dalai Lama. Et donc pour moi c'est une évidence. Donc on vient déjà avec un certain karma. Et donc, il y a des choses qu'on doit épurer de toutes les conneries, justement, qu'on a fait dans les vies antérieures, parce que dans les vies antérieures, pour moi, on a tout fait. On a été les violeurs, mais on a été les violés, on a été les bourreaux, on a été les suppliciés. Donc, on doit expérimenter tout ça pour enfin arriver à comprendre et à évoluer et à avancer dans la lumière. Est-ce que sur la Terre, c'est la dernière vie? Non. Moi, c'est ce que je leur dis. J'aurais dit là-haut, moi, je veux bien finir, je vais essayer de faire une vie correcte. J'essaie de faire au mieux de ce que je peux. Je suis toujours qu'un humain. Mais je leur dis, moi, revenir pour repasser l'accouchement, le pot, l'hygiène, l'école, etc. Moi, ça me plaît pas du tout. Ça va, non. Mais moi, ça me fait chier, moi, tout ça. Je suis bien, bienvenue au club. Moi, je suis bien en tant qu'adulte. J'ai pas envie de me taper le collège, les boutons. Moi, je te propose. L'acné. On va faire une asso et puis là-haut, ça va barder. Non mais c'est vrai que j'entends beaucoup de gens avoir cette alors je sais pas, certains diront théorie, d'autres philosophies de réincarnation, etc. Mais effectivement, enfin. Moi, j'aime bien ma vie. Alors, certes, je suis peut-être bien tombé. Si on estime que j'ai eu des vies avant, peut-être que j'ai pas fait trop con et que ça se passe bien durant celle-ci. Mais je ne sais pas ce qui va se passer après. J'ai pas envie d'aller souffrir. Après, j'ai pas envie. Non, si tu veux, tu sèmes aujourd'hui, tu sèmes aussi les graines pour la vie suivante. Donc, c'est toujours important. Et ce qu'il faut bien comprendre, malgré tout, c'est que rien n'est jamais acquis. C'est que tu peux évoluer favorablement au cours de tes vies, puis faire une vie bingo. Donc, il y a quand même il y a cette notion. Allez. Je vais schématiser du purgatoire et du paradis parce que fatalement, alors on dit ici peut-être que le purgatoire c'est la terre finalement, mais quoi qu'il en soit, si je comprends ce que tu me dis, ce que je fais aujourd'hui dans ma vie va avoir une incidence sur la prochaine. Mais il peut y avoir de temps en temps, retour à la case départ parce que t'as été trop vite, un peu, c'est un peu ça. Donc il y a cette notion quand même de si j'agis pas bien ici et maintenant, ça va pas être terrible après, quoi, c'est ça. Oui, mais c'est pas comme ça qu'il faut prendre des choses. Faut pas se placer là-dessus. C'est que tout est qu'expérience. Tout est expérience. Et regarde un petit peu, t'as dû vivre des événements difficiles, comme moi j'en ai vécu. Bien sûr. T'avais des systèmes aussi, tu te retrouves bloqué sur ta route. Et puis en fin de compte, si tu regardes bien après, 1 an, 2 ans après, tu t'aperçois que ça t'a bloqué sur ta route, mais qu'en fin de compte, grâce à ce blocage, t'as fait autre chose. Oui. Et que cette autre chose était certainement beaucoup plus intéressant pour toi que ce que ça t'a bloqué. Avec le recul toujours, mais sur l'instant, c'est difficile. Bien sûr. Et c'est pour ça que l'idée, c'est toujours de se dire, et c'est très difficile, c'est de se dire, moi, quand j'ai une difficulté, je m'accroche d'ailleurs à cette idée-là, je me dis, ok, si on me bloque ici, c'est parce qu'on va m'apporter toujours quelque chose de mieux. Mais c'est pas évident, je peux te dire qu'il y a des fois, tu te dis, et ça a intérêt d'être vachement mieux, ce que c'est ça. Alors il y a quand même quelque chose qui est en nous, c'est d'ailleurs la religion le met, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc ce Saint-Esprit et puis la conscience. Alors le Saint-Esprit c'est peut-être pour les religieux, est-ce que tu fais une différence entre l'esprit et la conscience parce que l'esprit souffre quand tu te fais violer, quand tu te fais on te coupe un bras, que tu te fais matraquer, ton esprit envoie des informations, tu souffres. Mais si c'est la conscience ou notre âme qui vient expérimenter des choses sur cette terre, moi je dis toujours c'est une belle salope. Parce que elle vient pour expérimenter le truc, après elle va se barrer, mais elle se sert de notre corps, de ce que l'on vit aujourd'hui pour expérimenter. Mais l'homme sur la terre à ce moment-là, physiquement il souffre. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais je sais bien. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que tout ce qui nous arrive quelque part, on l'a accepté déjà au départ. Oui.
Déjà au départ. Et On oui, savait mais- peut-être pas que ça allait faire si mal. Ah bah, si j'avais su, j'aurais pas venu. Voilà, c'est ça. C'est un peu Mais ça. non, c'est tout ça, tout est. Tu sais, moi, je donne souvent l'exemple des personnes qui font des IVG. Ouais. Voilà. Donc moi, j'avais souvent des patientes qui même si elles avaient fait l'IVG d'une manière logique, normale, avec des bons arguments, et moi, je rentre pas du tout dans le jugement, dans ce genre de choses, parce que c'est à chacun, c'est déjà assez pénible. Libre arbitre là aussi. Voilà. Puis c'est tellement assez pénible pour la personne, c'est pas la peine de. Donc moi, rajouter. je les accompagnais, quel que soit le changement. Mais moi, les personnes souvent avaient malgré tout, même si le choix avait été juste pour ce qu'elles en pensaient, eh bien, elles étaient souvent dans la souffrance. Elles avaient peut-être même une notion de culpabilité. Fatalement. Mais alors, ce que je leur disais, c'était un truc, c'est que je leur disais, ok, vous avez une âme qui est venue s'incarner en vous, un esprit. Tu leur disais conscient. comme ça? Ouais, je leur disais comme ça. Ah, d'accord. Je leur disais, C'était très ouvert tes patients aussi. Donc. et ceux qui étaient pas ouverts, ils partaient, mais Ouais, il y en avait pas beaucoup qui partaient. d'accord. Donc, il y en avait même qui me disaient à la fin, bonjour monsieur, au revoir mon père. Pardon, au revoir docteur. Mon cardinal, Richelieu, il est là. Donc, je leur disais, s'il y a un être qui s'est incarné en vous, ouais. c'est que, et que vous avez fait l'IVG. Si c'est incarné en vous, c'est pas une surprise, c'est parce que vous alliez faire une IVG. Et donc, c'est en fin de compte, cet être revenait parce qu'il avait besoin de mourir. Donc, vous lui avez permis de mourir, de recréer sa vie et d'ainsi pouvoir continuer sa vie dans l'au-delà. Alors, c'est sûr que cette femme a aussi un travail à faire par rapport à ça, mais seulement, elle n'est plus dans cette notion de culpabilité. Ouais. Et là, ce qui était intéressant, c'est que toutes les femmes avec qui j'ai raconté ce mon point de vue toujours, eh bien, il y en a aucune qui m'a dit, oui, bah, écoutez, docteur Bodin, c'est gentil, mais c'est des élucubrations. Elles ont toutes senti à l'intérieur que c'était juste. Il y avait une parcelle de justesse. Et quand j'avais fait une conférence un jour, il y a une femme qui était venue me voir en me disant, bah, écoutez, moi, je fais une association de femmes qui ont fait des IVG, qui étaient dans la souffrance. Et ce qui est génial dans ce que vous racontez, c'est qu'on a exactement conclu la même chose, on est arrivé à la même chose. Donc c'est que, bien sûr, il faut pas faire le système des Indiens en disant, oh là là, comme les intouchables, on te balance un caillou, ça va t'aider dans ton karma. On doit aider toujours les autres, qui sont partis dans des difficultés. Mais d'un autre côté, on a toujours choisi les choses, mais on a toujours notre libre arbitre aussi, toujours dans cette terre, qui peut permettre de changer d'un côté ou de l'autre. On a toujours ce choix. Je te parlais de la conscience. On sait pas où elle est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui disent où la situer. Oui, je sais. Ils disent où elle est pas, mais ils disent pas où elle est. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est que cette conscience, Luc, pour toi? Voilà. Pour moi, de toute façon, la conscience, il y en avait un qui m'avait fait rire. D'ailleurs, c'était un vieux médecin qui avait fait une conférence un jour et puis qui dit, c'était tous les confrères, etc., qui étaient là, et puis qui dit, bah écoutez, nous en médecine, on fait des radios du crâne, on fait des électroencéphalogrammes, on fait des IRM, on fait des scanners, on fait des PET scans, on fait des IRM fonctionnels depuis des dizaines d'années pour chercher où est la conscience. Et on n'a toujours pas trouvé où est-ce qu'elle était dans le cerveau. Et que de lui de conclure et dire qu'il n'y en a pas eu un qui était assez intelligent pour penser que on n'a peut-être cherché pas au bon endroit. T'es peut-être à côté. Peut-être à côté. Alors c'est vrai que la réponse pour moi elle est évidente, mais c'est ma réponse aussi. Ouais. Parce qu'en fait, les gens qui font des sorties hors du corps, ils partent avec leur conscience. Ouais. Les gens qui font des états de mort imminente, ils s'en vont avec leur conscience. Mais ils n'ont pas leur cerveau sous le bras. Ouais. Donc le cerveau, c'est qu'une antenne relais qui fait le relais entre la conscience et pas. Et pourquoi ils savent pas où elle est en fait, à mon sens. Hein, c'est toujours mon opinion. Je n'engage que moi toujours. Mais parce que tout simplement, ils oublient une facette très importante de l'être humain, c'est que nous sommes pas faits que d'un corps physique. Nous sommes faits aussi de corps subtils. Ouais. Or justement, un peu du même style que l'âme, qui est la partie la plus subtile de notre être, notre conscience est dans nos corps subtils. Tu différencies l'âme et la conscience? Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est quoi la différence? Parce que si tu veux, au niveau des corps subtils, par exemple, tu as un corps éthérique, tout contre pour l'énergie, tu as le corps de l'émotion, tu as le corps de la conscience, qui nous permet de comprendre, d'agir, etc. Après ça, tu as le corps spirituel et tu as l'âme. L'âme, c'est elle qui va ramasser les copies un petit peu à la fin de notre vie pour les expériences bénéfiques. Et il y a une étude qui est extraordinaire aussi. Tu sais, on a tous appris sur les bancs de l'école, je pense que tu as appris ça. Comme moi, tu veux lever ton bras droit. Donc tu dis, tu passes lente, je veux passer. Ça va stimuler la zone de ton cerveau et tu lèves ton bras droit. Tout va bien. Ouais. On a appris ça sur les bancs de la faculté de médecine aussi. Ouais. Sauf que on a fait des IRM fonctionnels. Des IRM fonctionnels, c'est-à-dire qu'on fait pas des photos, mais on fait des films du cerveau. Et là, ce qu'on s'est aperçu, tiens-toi bien, Bob,
c'est que la zone de notre cerveau qui va lever le bras s'active quelques fractions de secondes avant que je lui passe l'ordre. Ah, On va essayer le B la prochaine fois. ah mais là ça change tout quand Et même. là, ça change tout. Alors je dis souvent en plaisantant, mais qui c'est qui commande voilà. là-dedans? Qui c'est qui commande? Alors si tu veux, la médecine le constate, mais il peut pas de réponse. Mais si, moi ma théorie, Non toujours. mais attends, c'est énorme ce que tu C'est m'as dit. énorme, bien sûr. Et là, le truc, c'est que les médecins n'ont pas de réponse à ça. Et le truc, c'est que si on considère que notre conscience est dans ces corps subtils qui s'en vont avec nous à la mort, qui vont continuer sur d'autres plans, etc., cette conscience dans ce corps subtil a passé l'ordre de lever le cerveau, de lever le bras. Donc il a activé la zone motrice du cerveau. Ouais. Et une fois qu'il a activé la zone motrice du cerveau, quelques fractions de secondes après, il prévient les copains, oh, j'ai passé l'ordre de... Faut y aller quoi. J'ai passé l'ordre de lever le bras, donc vous inquiétez pas, tout va bien. Et donc, si tu veux, c'est que notre cerveau, c'est quoi? C'est exactement la même chose que notre compteur électrique. Ouais. Ton compteur électrique, il fabrique pas l'électricité. Non. L'électricité, elle vient d'ailleurs. Tout comme notre pensée vient d'ailleurs. Et comme elle vient d'ailleurs, eh bien, dans ce réseau, dans le compteur électrique, t'as plein de petits fusibles. Et quand t'as un fusible qui saute, eh bien, t'as une partie de ta maison qui est plus éclairée. Nous, quand on a un fusible qui saute ici, ben, on va perdre la vue, on va perdre l'odorat, on va perdre tout ça. Et donc, et ça, on sait même que notre cerveau est de nature quantique. Parce que notre cerveau physique, tu vois, ce qu'on nous dit, tu demandes à un médecin comment fonctionne la pensée, il va te dire super facile. On a un influx nerveux qui va stimuler un neurotransmetteur, qui va stimuler un autre influx nerveux, etc. Tout ça, c'est bien. Ouais, mais Seulement- ça c'est de la mécanique ça. Hein. oui, mais on est en train de t'expliquer, on est en train de t'avoir là. Ouais. Parce qu'on est en train de t'expliquer comment ça marche. Mais voilà. Mais on te dit pas pourquoi ça Mais marche. c'est exactement ça. Parce qu'on te dit pas pourquoi le premier neurone, il a été actif. Mais voilà. Voilà. Et là, en plus, sur le plan neuronal, on n'est pas possible. Tu vois, tu arrives au resto. Tu regardes et tu dis, OK, il y a la pizza machin, il y a la salade truc, il y a le poisson machin. Donc, tu te dis, j'ai le choix entre les deux. Mais le cerveau n'est pas capable, sur le plan physique, de faire un choix. Ben oui. Lui, tu lui dis, je prends ça, il va actionner tout son réseau neuronal, il n'y a pas de souci. Mais faire le choix. Et donc, la seule explication qu'on a, c'est qu'on est quantique. Au niveau du cerveau, c'est qu'à la fois, comme dans le quantique, c'est qu'il y a les trois choix qui sont là, présents, en même temps, et que notre pensée va attirer un potentiel qui va commencer à le matérialiser. D'accord. Et tous les sens, regarde nos sens, notre vue, elle est de nature vibratoire. Donc on peut considérer que c'est un sens vibratoire. Nos oreilles aussi. Mais l'odorat, on se disait non, l'odorat c'est pas pareil parce qu'en fait, ce sont vraiment des petites molécules qui vont stimuler des petits récepteurs, etc. Oui, mais seulement, on s'est aperçu que il y avait des molécules qui étaient très proches structurellement. Et ces molécules très proches étaient capables de provoquer des odeurs très différentes. Donc, la petite différence de structure moléculaire ne pouvait pas expliquer la grande différence au niveau des odeurs. Et la seule conclusion qu'ont trouvé les auteurs, c'est de se dire, OK, ça veut dire que là aussi, ce sens-là n'est pas de nature chimique, mais vraiment de nature aussi vibratoire. Donc tu comprends et tout et des éléments qui sont là, qui sont sous nos yeux. Il y avait même, j'avais lu ça sur un truc extraordinaire sur Science et Vie. Il y avait un article qui était extraordinaire. Il racontait, il y avait par exemple une enzyme qui doit traverser un tissu, une muqueuse, une peau, peu importe. Et donc elle doit traverser une muqueuse. Nous, ce qu'on pensait en médecine, c'est qu'elle allait s'immiscer entre deux petites cellules pour passer de l'autre côté. Ça se passe comme ça que ça se passe. Après ça, on s'est dit, elle fait un petit trou dans une cellule, elle traverse la cellule, elle fait un petit trou de l'autre, et puis elle passe comme ça. C'est toujours pas comme ça que ça se passe. Et ce qui se passe, tiens-toi bien, c'est que la molécule arrive d'une manière matérielle. La molécule. La molécule matérielle. Elle va prendre sa forme de molécule énergétique, vibratoire. Elle traverse le tissu et elle reprend sa forme organique après. Et ça, c'est ce qu'on a appelé l'effet tunnel. C'est comme si qu'elle prenait un tunnel invisible. Si je comprends bien, c'est-à-dire qu'elle est, allez, pour schématiser, il y a une pierre, à ce moment où elle doit traverser, elle se dématérialise et elle se rematérialise après. Exactement. Parce que tu sais que, de toute façon, la matière et l'énergie, c'est la même chose. On est bien d'accord, on sait tous. Ouais. C'est un peu comme l'eau. Moi, j'appelle ça souvent de l'eau liquide et la vapeur d'eau. Ouais. On a de l'eau, c'est liquide. Ça, on fait chauffer, ça devient de la vapeur. On fait baisser, c'est du liquide. Et la matière et l'énergie, c'est la même chose. Et donc, on peut très bien passer d'un état à un autre. Et donc, c'est des choses qui sont absolument fabuleuses parce que l'être humain Mais on est pourrait quantique. le faire peut-être un jour, nous? Ah, je pense. Mais oui, parce que il y en a qui. Ah ouais, c'est ça. Il y en a qui. Parce que c'est vrai que si on part de ce postulat-là, on peut imaginer qu'un jour, peut-être que l'homme arrivera à se dématérialiser
Et se rematérialiser ailleurs. Se rematérialiser ailleurs. Donc on parle même des fantômes, des choses comme ça, qui seraient déjà capables de. On voit des poltergeists qui montrent que les pommes traversent de temps en temps des murs, etc. Donc et tous ces situations qui sont à mon sens des épiphénomènes pour le moment pourraient devenir beaucoup plus importantes et beaucoup plus générales dans la suite. Dans le bouquin, tu montres que le monde qui nous entoure, et on le voit dans cette discussion, est bien plus riche que ce qu'on veut bien nous montrer. C'est-à-dire que à commencer par l'univers. Quand on te montre l'univers, on te dit que bon voilà, je disais, il est froid, hostile, il se passe rien, et finalement, ça pullule de vie finalement. Ça pullule de vie. Et tu sais, moi, j'ai eu une expérience absolument extraordinaire quand j'étais ado, parce que je me posais justement déjà, tu vois, j'étais déjà l'enquiquineur qui posait des questions, puis je leur disais, mais montrez-moi, donnez-moi un indice, etc. Et là, j'ai eu un indice un jour qui était fabuleux. Je me suis retrouvé comme si j'étais dans l'espace, tu vois, l'astronaute qui est dans l'espace et qui voit tout le truc. Mais seulement ce que je me suis aperçu, c'est que tout dans l'espace vibrait, vivait. Donc il y avait des petits grains de poussière, des petites molécules, je les voyais vibrer, bouger, remuer. Il y avait aucun vide en plus, les vides n'existent pas. Tout est plein d'énergie, plein de choses. La moindre particule, je voyais les planètes qui bougeaient, etc. Donc je me suis aperçu que tout était vivant, tout était vivant. Et donc il y avait pas de. Et quand on parle d'ailleurs du passage, par exemple au niveau de l'évolution de l'inerte à l'animé, il n'y a pas d'inerte. Tout est vivant, tout est même la moindre pierre sur le chemin a déjà une vie et des choses comme ça. Et donc cet univers et on peut parler même d'une conscience. Il y en a qui disent, il n'y a pas de Dieu, c'est l'univers qui est conscient. Pourquoi pas aussi? Ça pourrait être aussi un point de vue. Alors, la vraie question que je me pose toujours à chaque fois, c'est que toutes ces informations, finalement, et notamment cette possible réincarnation, ce retour, ce choix de vie, finalement, parce qu'on doit expérimenter, pourquoi on garde pas le souvenir d'avant? Il y en a certains, des gamins en Inde, souvent parce que cette culture est acceptée et actée, donc fatalement on est à l'écoute de tout ce que l'on peut percevoir. Mais pourquoi on nous le dit pas? Parce que ce serait très simple de dire bon voilà, cette fois tu vas être Bob, tu vas être animateur, tu vas avoir une femme, 2 enfants, il va se passer ça, puis bon, t'en auras une autre, etc. On pourrait très bien accéder. Oui, sauf que si t'as déjà des problèmes, parce que le premier problème, c'est que si tu arrives avec certains souvenirs de vie antérieure, tu vas souvenir ça qu'il y avait un monsieur comme ça. C'est pour ça qu'il faut faire bien attention aussi quand on veut remonter dans ses vies antérieures, parce que pour faire ça avec n'importe qui, parce qu'il faut vraiment que ce soit quelqu'un qui soit expérimenté, qui fasse pas n'importe quoi. Parce que j'avais un monsieur que je connaissais pas d'ailleurs, mais je connaissais sa femme, et ce monsieur a été voir chez un thérapeute qui l'a fait remonter dans sa vie antérieure, qui était le problème de sa vie actuelle. Et en fait, ce monsieur a trouvé ce qu'il a trouvé là était tellement horrible que la première chose qu'il a fait quand il est rentré chez lui, c'est qu'il a tenté de se suicider. Ouais, c'est ça. Enfin, si tu veux, il y a en plus, tu sais, ta femme était peut-être ta fille ou t'étais peut-être ta mère, et donc c'est difficile d'épouser aujourd'hui un peu ta fille que t'es. Donc c'est pas des joueurs. Alors c'était celle qui t'a assassiné dans la vie antérieure, etc. Donc un dilette, c'est pas mal parce que tu repars à zéro. Mais et puis après, l'idée c'est que quand tu remontes dans tes vies antérieures, par exemple, il faut toujours déjà être accompagné par des bons accompagnateurs thérapeutes, voire même pour ceux qui croient, ils peuvent être accompagnés par leur guide de lumière, etc. Et puis toujours faire remonter que ce qui est utile, parce que pas des choses qui vont te saper comme cette personne, parce que ça sert à rien. Et il y a de plus en plus de monde sur Terre, on sera à bientôt 11 milliards. Comment t'expliques ces âmes, elles viennent d'où ces nouvelles alors? Parce qu'il y a de plus en plus, donc fatalement. Ouais, tu sais, pour moi, il y a pas. J'ai retrouvé même une vie où j'étais pas terrien, j'étais pas humain. Ah. Ouais. Ouais, non, j'ai pris ma facette humaine pour passer chez Bob aujourd'hui, mais je veux pas faire peur. Hein. Donc il y a plein de vies extraterrestres aussi. Et puis pourquoi il y en a plein aujourd'hui? Parce qu'en fait on est dans une fin de cycle. En ce moment, les énergies montent d'une manière extraordinaire. Ce qui se passe aussi, c'est que le niveau de conscience des êtres humains n'a jamais été aussi important. Donc on monte vers plus de conscience. Mais comme on est dans la dualité, plus ça monte d'un côté, plus ça descend de l'autre. Oui, c'est ça, parce que là, voilà. Et on est dans l'élastique. Oui, c'est ça. On est dans l'élastique. Et donc, et comme on est en fin de vie aussi, il y a un certain nombre de personnes qui veulent se réincarner pour épurer leur dernier karma, leur payer dernière chose. Payer l'addition et passer à autre chose. Et là, on va passer de l'autre côté. C'est un peu comme les enfants indigos, les enfants arc-en-ciel qu'on retrouve aujourd'hui. Et en fait, ils sont très déçus parce qu'en fait, ils pensaient déjà arriver alors qu'on était beaucoup plus évolué. Donc, quand ils se retrouvent un petit peu dans notre système de société actuel, ils sont pas du tout adaptés.
et c'est eux qui donnent tous ces enfants anorexiques, autistes, hyperactifs, etc. Tout cela, effectivement, je disais, il y a une loi universelle qui nous empêche de savoir, et tu me l'as confirmé en disant si on savait, peut-être qu'on mettrait fin à nos jours. Et c'est assez marrant parce que moi, je suis fan de cinéma et notamment du cinéma américain, et tous les grands arrivent en fin de vie, comme Clint Eastwood, ils ont tous fait des films sur la vie après la mort. Et là, il y a Robert Redford qui a présenté un film au festival de Sundance, qui va être sur Netflix, uniquement sur Netflix, sur justement, il interprète un professeur qui découvre que la vie, il y en a une autre après. Et donc, en fait, la vraie problématique, et on en revient à ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a des millions de gens sur la Terre qui se foutent en l'air. Parce qu'en fait, les gens se disent, mais s'il y a quelque chose après, je vais aller voir, je souffre ici, etc. Et c'est peut-être ça, cette loi universelle qui nous empêche finalement d'avoir le souvenir de l'avant et de ne pas savoir ce qui va se passer après. Oui, et puis c'est vrai que la notion du suicide, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi. Nos croyances sont très importantes, parce qu'on va emmener de l'autre côté ces croyances. Et donc, tu parlais tout à l'heure du paradis, du purgatoire, de l'enfer, etc. Ces notions-là, je n'y crois pas spécialement, mais par contre, je sais que si on arrive avec un gros sentiment de culpabilité de l'autre côté, eh bien, en fin de compte, ce sentiment de culpabilité, on dit je mérite l'enfer, ils vont se créer l'enfer. Ouais. Et donc on crée. Quand on est de l'autre côté, c'est la création. Donc t'es en train de me dire que si je m'imagine avec plein de créatures magnifiques, de rêves extraordinaires qui m'aiment, je vais créer ça. Il paraît qu'il y en a qui le croient dans certaines religions, tu sais. D'accord. Okay. Et ça, c'est exactement la même chose. Et donc, tu amènes. Il y a un film qui est, je me rappelle plus le titre, mais je veux pas le citer parce que il revient pas là tout de suite. C'est Au-delà de nos rêves. Au-delà de nos rêves. Qui est un film assez dur d'ailleurs, mais qui montrait bien aussi comment de l'autre côté, on n'est plus dans la matière. Donc on est dans la créativité pure. Par contre, il n'y a pas non plus de jugement. Il n'y a pas non plus de jugement. Par contre, c'est ce que décrivent très bien les émis. Ils disent on va rencontrer un être de lumière qui va prendre d'ailleurs le vêtement de la croyance qu'on veut lui donner et de la culture, etc. Exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est que cet être de lumière n'est pas un juge. Ce n'est pas un juge. Cet être de lumière, il est là pour nous accompagner quand on va revisiter toute notre vie dans les moindres détails, avec nos actions, tout ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, et les conséquences sur les autres. Et là, quand on découvre tout ça, on est dans un chagrin monstre. Donc on peut rien cacher, quoi. On peut rien se cacher parce que c'est nous-mêmes qui le ressort de chez nous. Mais en fait, lui, il n'est pas du tout là pour nous juger. Il est là au contraire pour nous taper sur l'épaule en disant, nous envoyer plein d'amour, en disant allez, c'est pas grave, t'as fait des conneries, t'en feras moins dans la vie suivante, etc. Mais je veux dire, c'est pour nous accompagner dans le chagrin immense de toutes les bêtises qu'on a pu faire. Et donc c'est pas un jugement non plus. C'est pas un jugement. Et après ça, on va se retrouver on arrive tous avec un niveau de conscience. Et moi je donne souvent l'exemple. Tu veux commencer l'anglais. Tu vas prendre des cours d'anglais. Quand on va t'arriver tes cours d'anglais, en général il y a 3 niveaux. Le niveau débutant, le niveau un petit peu de perfectionnement, et puis les gens qui parlent bien. Bilingue, voilà le truc. Alors on va te demander comment tu parles. Donc et toi c'est pas un jugement là non plus. On va te dire si t'as jamais fait. Bah oui, si tu je suis mauvais, je suis moyen, je suis bon. Voilà, donc on va te mettre dans le niveau. Et là, c'est pas un jugement, c'est qu'on va regarder le niveau vibratoire que tu as, ton niveau d'anglais, je dirais, et puis on va te mettre dans la classe qui correspond où tu vas pouvoir continuer d'évoluer, parce que c'est évident que si tu montes dans une classe trop haute, tu vas rien piger et puis tu vas te brûler les ailes. Si tu es dans une classe plus basse, tu vas t'enquiquiner et puis donc c'est pas un jugement, c'est simplement un placement au juste pour que tu puisses continuer ton évolution tranquillement. Luc, quand on a cette discussion-là, on nous prend tous les deux là, on nous met dans un dîner de gens très rationnels, ils nous prennent pour des fous. Est-ce que tu sais que tout à fait. Non, mais je leur dis, quand je raconte ça, je leur dis, vous inquiétez pas, j'ai fumé la moquette ce matin, mais je vais vous raconter quand même mon opinion. Après ça, je donne pas mon opinion quand on me la demande pas. Tu me l'as demandé, je la donne. Je la donne dans le livre. Bon, on n'est pas obligé d'acheter le livre, mais il y a pas d'obligation. Elle est là. Mais tu comprends pourquoi aujourd'hui certains disent vous avez fumé la moquette. Pourquoi? Parce que j'ai fumé parce que je le disais aussi autrefois. Il a fallu que je fasse tout un chemin. Et pourquoi les gens n'acceptent pas cette éventualité? Parce que, encore une fois, t'es pas dans le prosélytisme. C'est ta vision et tu le dis, etc. C'est important déjà d'en avoir une. C'est mon expérience, simplement. C'est ton expérience. Voilà. Et pourquoi on n'a pas le droit de la raconter sans être montré du doigt aujourd'hui? Moi, j'ai jamais eu la notion qu'on me montre du doigt. J'ai toujours en disant aussi, à partir du moment où on critique pas les autres voix des autres personnes, et moi je suis très respectueux. Je te disais la religion, j'y ai été suffisamment longtemps pour critiquer les gens qui sont dedans. J'y suis pas aujourd'hui, j'y suis plus aujourd'hui. Point barre. C'est mon cheminement, etc. Mais je vais pas critiquer les autres. Il faut être au conditionnel tout le temps, en fait, finalement, pour pas être embêté. C'est pas au conditionnel, c'est donner son opinion.
C'est que ma vision des choses. C'est ma vision des choses, c'est point. Et ça, c'est intéressant. C'est ce que je disais toujours à mes patients. Je faisais pas de prosélytisme non plus. Je donnais ça à mes patients. Mais les petites phrases que je leur donnais, alors souvent c'était amusant parce que ils revenaient me voir, peut-être 1 an, 2 ans plus tard, et puis ils venaient me voir, puis ils me disaient, vous savez, docteur, ce que vous avez dit, vous aviez raison. Je dis, oh la vache, qu'est-ce que j'ai dit, moi? Et donc, c'est parce que les paroles ne sont jamais mortes. Et donc, ça continue à faire son chemin. Alors après ça, de convaincre les personnes qui veulent pas être convaincues, ça n'a jamais été utile. Par contre, de transmettre un petit peu son expérience me paraît intéressant. Moi, j'étais très content qu'il y ait plein de gens qui me passent leur expérience dans mon cabinet. Il y avait des magnétiseurs, il y avait des gens qui avaient fait des états de mort imminente, il y avait des personnes qui faisaient des ressortir du corps, il y avait des voisins. Et ils m'ont passé plein de leur expérience. Et grâce à eux, ça m'a permis de m'enrichir et d'enrichir ma propre expérience et à ce moment-là de faire mon propre opinion. Et c'est ça, je veux dire, c'est les expériences des autres nous permettent d'avancer. Et c'est tout. Alors le bouquin, je le disais, celui pour lequel tu es ici, Connectez-vous au pouvoir infini de l'univers. Pourquoi pouvoir? Parce que on a tout en nous et qu'on peut faire ce qu'on veut. On a tout est en nous. Grâce à l'univers. Non, mais tout est en nous. Nous sommes à la fois l'univers et l'univers c'est nous. Je veux dire, on a un pouvoir infini. C'était Nelson Mandela qui avait dit le jour de son investiture, notre peur la plus profonde, c'est pas notre obscurité, c'est notre lumière qui nous effraie le plus. Et on a un pouvoir absolument extraordinaire. Et ce pouvoir ne cesse que de croître. Le pouvoir de notre pensée, le pouvoir de l'intention. Par exemple, t'arrives dans un endroit, tu demandes une place de parking en demandant d'une manière consciente et la place de parking va arriver. C'est ce que fait Mathieu tout le temps. Tout à fait. C'est ce qu'on a fait avant de venir ici. C'est vrai? Voilà, exactement. Et donc, si tu veux, et en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on nous donne une place, et on n'est pas en train de la piquer à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que dans l'univers, tout est abondance. Donc il y a une abondance de places de parking et tout le monde peut avoir sa place de parking et il y a aucun souci, même si on se dit non, à Paris les places de parking sont limitées, mais là c'est encore une vision très matérielle des choses. Et donc notre pensée n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui et le pouvoir de l'intention est en passe de devenir et c'est pour ça que j'insisterai aussi pour les spectateurs, c'est de faire que tout le monde fasse bien attention à ses pensées. Et ça c'est important. Alors c'est important pour soi parce que si on est toujours dans l'autocritique, etc. Et bien sûr, il faut se remettre en question, mais il faut pas non plus être tout le temps dans l'autocritique parce que là, on est dans les pensées négatives et là, on est en train de nourrir ces pensées. Oui, pourquoi j'ai comme ça, pourquoi j'ai comme ça. Voilà, et puis j'aurais pas dû faire ça, et puis j'aurais dû faire ceci, et puis il faut que je fasse ça. Ou quand on envoie aussi des mauvaises pensées aux autres parce qu'on va aussi les influencer. Mais il y en a plein. Moi, je sais que je n'arrête pas de dire à ma femme, arrête, tu commences toujours tes phrases par je ne suis pas, je ne peux pas, je ne suis pas. J'ai dit ça pourra pas marcher. Alors que voilà, quand je lui dis tu veux évoluer, mais je ne suis pas capable ou je ne fais pas. Et c'est insupportable. Il y en a plein des gens comme ça. Et ce qu'il faut, c'est l'univers entend toujours ce que l'on veut, mais il n'entend pas ce qu'on ne veut pas. Oui, c'est ça. C'est pas dire ce que je veux plus de ci, je veux plus de ça. C'est pas ça. Ça intéresse pas. Et donc, plus on pensera je ne veux pas ça ou j'ai peur de ceci, et plus on est en train de le nourrir. L'énergie suit l'attention. L'énergie suit l'attention. Il y aurait pas une pédagogie finalement peut-être à mettre en place quand on est môme, parce que tout ça on ne nous dit pas finalement. Bien sûr, ça on ne le dit pas et c'est très dommage parce que tout ça conditionne toute notre vie et tout notre environnement. Tout notre environnement et comme en plus cette pensée devient absolument très puissante, on va ne faire que faire accélérer les arrivées de ces situations qu'on veuille, qu'on désire ou les situations dont on a peur. Donc c'est un petit peu le petit bâton de pèlerin que j'essaie de passer parce que pour faire comprendre aux personnes, attention, c'est vous qui modulez un petit peu la loi d'attraction. Pour moi, elle fonctionne à 100%. Alors on a nos pensées conscientes, on a nos pensées inconscientes, mais tout on nous attire. Et quand on envoie une pensée négative à une personne, et si cette personne, elle glisse sur le trottoir, elle se casse la jambe 50 mètres plus tard, eh bien peut-être que c'est notre pensée qui l'a perturbée, qui a déclenché ce genre de choses. Est-ce que certains savent tout cela et font tout pour nous laisser dans une noirceur, un marasme, un état qui leur permet de diriger le reste du monde? Tu sais, je vais pas. On n'est pas dans la théorie du complot, tu vois ce que je veux dire, mais fatalement, il y a des gens qui se posent les mêmes questions que toi. Tu vois ce que je veux dire? Ils se disent, tiens, si ce pouvoir je l'ai, si j'arrive, c'est diviser pour mieux régner, c'est faire s'affronter les gens, etc. Les peurs, en fait, c'est ça. De toute façon, sans parler de ça, c'est tu sais, on sait très bien la manipulation psychologique des masses, etc. Tout ça, c'est très bien connu, sans parler d'aller chercher plus loin. Mais c'est vrai qu'autrefois, il y avait une connaissance ancestrale. Il y a eu après ça les sociétés initiatiques.
Après ça, on a eu les sociétés secrètes qui sont toujours d'actualité. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que on a quand même accès à ces informations par l'internet, par les livres, etc. Donc on n'a plus forcément besoin de rentrer dans ces sociétés. Moi, j'ai toujours été un petit peu un électron libre et ça me gênait de rentrer dans, même si a priori c'était intéressant, ça me gênait quelque part. Mais par contre, on peut avoir ces livres-là. Donc c'est vrai que toutes ces connaissances-là est quelque part largement connues, mais c'était connu d'une manière, je dirais, empirique. Mais c'était la philosophie. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que à côté de cette connaissance ancestrale empirique, eh bien, elle commence à être confirmée par justement les découvertes de la physique quantique, les découvertes de la psychologie, les découvertes, et c'est ça qui est absolument génial. Est-ce que tu crois qu'on va tout nous dire si jamais les physiciens et notamment quantiques découvrent de plus en plus de choses, nous apportent de plus en plus d'informations, mais est-ce qu'on va pas leur dire stop à un moment donné, parce que c'est s'affranchir du système, découvrir cela, c'est être maître de son destin, se dire que finalement je veux ça, je peux l'obtenir. Enfin, tu vois, ça fait tomber toutes les barrières, quoi. Ça fait tomber toutes les barrières, et c'est pas un hasard que toutes ces découvertes arrivent avec notre niveau de conscience qui augmente, et donc on est de plus en plus apte à les entrevoir, à les utiliser, à les réaliser. Mais tu sais, c'est que si on prend l'histoire de France, tout simplement. Bon, on s'est retrouvé avec tout un tas de tout le Moyen-Âge, avec la féodalité, avec les nobles et avec les religieux qui tenaient la connaissance. Donc les religieux, on disait au peuple, fermez votre bouche, c'est comme ça que ça se passe. Puis l'ignorance permet d'avoir le pouvoir. Voilà, puis ils affirmaient les choses, etc. Il y a eu la Révolution. Et la Révolution a dit, ok, nous, on va quelque part lancer la science. Pour regarder si Dieu existe. Pour avoir la preuve. Vous nous le racontez depuis des siècles, ça. Maintenant, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir la preuve. Donc, on a lancé la recherche sur cette recherche de Dieu, en fait. Et aujourd'hui, quelque part, on arrive au résultat. Et donc, tu sais, moi, je vois, en médecine, aujourd'hui, j'ai des frissons dans le dos rien que d'y penser, parce on fait des études et des recherches et des expérimentations qui vont bientôt arriver dans le tous les jours. On va bientôt pouvoir les utiliser en tant que dans la société. Pour la société, au niveau médical, eh bien, il y a des choses qui sont absolument passionnantes d'un côté, mais qui sont atroces de l'autre. On est capable de réparer des chromosomes, donc on peut faire des choses absolument merveilleuses. On a des mini-robots qui sont capables de faire ça, mais seulement ces mini-robots seraient capables aussi de les détériorer ou de provoquer ça. On est en train de penser à la greffe de tête. Oui, j'ai vu ça, Greffe de tête sur un humain. Le seul côté qui m'intéressera simplement dans cette greffe de tête, c'est que je me demanderai qui est-ce qui est vraiment dans ce corps. Ah oui, c'est ça. Ah oui. On se posait la question aussi. Parce que déjà que quand on greffe une main ou un doigt ou je sais pas quoi, les gens sont perturbés parce que c'est pas mon corps à moi, donc il y a un vrai problème. Ça veut dire que même ce qu'on te greffe a une mémoire. À la mémoire du corps de l'autre, du donneur. Ça doit être fou. Et alors aussi, donc il y en avait une, d'ailleurs, elle nous avait fait rire parce qu'elle disait, elle s'était fait greffer d'un cœur, je crois, d'homme. Il me semble que c'était le cœur, mais enfin peu importe. Et puis elle disait, quelque temps après, moi d'un seul coup, je suis tenté par boire de la bière et regarder le foot. Mais il y a une actrice, Charlotte Valandré, à qui c'est arrivé, qui a eu une greffe comme ça et qui se disait, c'est hallucinant parce que je ressens des choses que je ne ressentais pas avant. Et elle est allée voir la personne qui était marié avec le donneur, et il y a eu des informations qui étaient capitales là-dessus. Tout à fait, parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on a deux mémoires dans notre être. C'est-à-dire, c'est on est un petit peu comme des avatars. Exactement. On a notre conscience qui va habiter un corps. Donc ça, on vient avec notre conscience, on vient avec peut-être nos informations karmiques, etc. Ok. Mais on va habiter un corps, et ce corps est un corps matériel. C'est un corps qui est basé sur les lois de la vie, mais c'est un corps aussi qui répond à la généalogie. Donc on a ces deux corps qui sont là. Et donc ces deux corps doivent absolument cohabiter. Et donc quand on greffe une main, eh bien ou un organe, eh bien il y a la mémoire du corps du donneur qui est toujours là. Et là moi je suis affolé parce qu'on fait, c'est pas nouveau, mais on a fait déjà des greffes à partir de porcs par exemple. On est en train de créer des embryons hybrides porcs humains pour pouvoir faire pousser des organes humains chez les porcs pour pouvoir les greffer chez les humains après. Je vous dis là, on avoir la mémoire d'un cochon. on touche des choses qui sont extrêmement passionnantes d'un côté, mais au point de vue éthique, au point de vue résultat, moi je suis affolé. T'as peur que la médecine aujourd'hui, finalement, elle casse les règles de la vie, quoi. Finalement, elle les outrepasse.
outrepasse, quoi. Oui, les outrepasses, mais je dirais quelque part, c'est aussi peut-être quelque chose qu'on doit expérimenter également. Parce que moi, je me rappelle toujours les aborigènes d'Australie, on leur disait, regardez, vous respectez la nature, vous m'en mettez bien tout en ordre quand vous repartez, etc. Nous, on est en train de tout bouffer, tout casser, tout polluer, tout détruire. Et puis, qu'est-ce que vous trouvez ça juste? Et les aborigènes, ils disaient, tout va bien. Si nous, on doit disparaître, malgré qu'on respecte la nature, etc., c'est qu'on a fini notre boulot. Si vous avez besoin de détruire la planète pour enfin comprendre quelque chose, eh bien, c'est très bien aussi. Ouais. De temps en temps, il faut qu'on expérimente l'ombre pour aller dans la lumière après. D'ailleurs, on a la sensation souvent que l'homme a besoin de prendre le mur pour comprendre. Hein. Exactement. Bon, tu disais que la pensée créatrice est très importante. Il est vrai que les pensées qui sont positives t'apportent du positif. Si t'es dans la noirceur, tu vas avoir que la noirceur. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que l'homme est ainsi fait. Regarde, tu te fais larguer par une nana, t'écoutes des chansons tristes. Au lieu d'écouter, viens faire la fête à la maison. Tu vois, voilà. Non mais c'est vrai, l'homme il a besoin d'aller au mur. Il y en a qui font, mais voilà. Non mais il a besoin d'aller au fond de la piscine. C'est-à-dire que pour remonter. Oui, mais c'est ça, c'est que et à la fin, quand on est vraiment dans le fond, on n'a plus qu'une seule solution, c'est donner le coup de pied pour remonter. Exactement. Et c'est souvent comme ça. Voilà. Et puis le principal, c'est pas de tomber, que ce soit dans une histoire amoureuse ou dans une histoire professionnelle. Le principal, c'est pas de tomber, c'est de se relever, de continuer. C'est surtout ça qui est important. Et pourquoi t'es tombé aussi. Et pourquoi de comprendre le pourquoi, pour pas renouveler, pour pas recommencer cette. On arrive au terme de cet entretien, Luc. Non. Ah bah si, déjà, c'est passé très vite. J'ai encore plein de trucs à raconter. Tu reviendras. Donc voilà. Est-ce que tu penses que parmi les 11 candidats à la présidentielle, il y en a des gens qui s'est déjà vu président? Des gens qui il y en a déjà un qui s'est déjà vu président et qui le sera. Tu crois que ce qu'on vient de dire là, j'imagine que les candidats, eux, ils pensent tellement à ça, donc ils doivent être tous 11. Alors il y en a un, donc ça va être compliqué. Ils se voient déjà en train de prendre la photo présidentielle. Ils ont intérêt parce que s'ils se le voient pas, déjà c'est très mal parti pour eux. C'est ça. Et d'ailleurs, tu sais aussi que il y a eu un bouquin qui est sorti il y a quelques années qui s'appelait La sorcellerie au cœur de la République. Ah. Et cette personne qui était un grand fonctionnaire de la République française, elle expliquait comment tous les candidats utilisaient la sorcellerie pour essayer de se faire élire. On se souvient quand même que Elisabeth Tessier était très proche de François Mitterrand. On avait fait une émission d'ailleurs avec une amie de François Mitterrand ici, je ne me souviens plus. Evelyne Cris-Dassas. Voilà, Evelyne Cris-Dassas, qui a travaillé auprès de Mitterrand sur justement l'ésotérisme, etc. Donc c'était assez... lui, c'était un grand ésotérique. Exactement. Déjà rien que par ses travaux et par ses monuments qu'il a fait. Alors, ça s'appelle Connectez-vous au pouvoir infini de l'univers. Mille merci. Et tu as parlé du Tibet. Je voudrais juste vous rappeler que nous sommes partenaires d'un film qui s'appelle 9 milliards de noms de Dieu, réalisé par Dominique Filol, qui va être réalisé au mois de juin ou juillet. Il cherche des financements, c'est pour ça qu'on soutient. Il y a un Kiss Kiss Bank Bank qui est à votre disposition. On vous met la bande-annonce pour finir cette émission en beauté. Merci Lucas. Merci Bob, merci de m'avoir permis d'exprimer mes opinions. C'est un vrai bonheur. Salut.